votre nom, remercier Pascal Sevran d'être venu parmi nous ce soir. Vous le connaissez, producteur, présentateur d'émissions de télévision et de radio, de cette émission Chanter la vie sur France 2, passionné de musique, écrivain, retiré, et nous en parlait à Morterolle, et qui ce soir va vous entretenir et va vous montrer sa philosophie, vous exposer sa philosophie personnelle, où il va dire que les trompettes de la renommée me cassent un peu les oreilles, mais je ne peux plus les faire taire. C'est moi qui leur ai fourni la partition. Voilà. Je vous remercie. Bonsoir à tous et à tous. Bonsoir Pascal Sevran. Bonsoir. On est ravis de vous recevoir. Alors, je ne vais pas vous présenter Monsieur Jacob a déjà dit quelques mots. Je vais au moins présenter ce livre que vous avez peut-être déjà lu, 5e tome de votre journal que vous avez commencé en 2000 avec La vie sans lui. Je ne vais pas vous redemander un petit peu quelle était l'origine de ce livre, je vais simplement vous citer, ce sont d'ailleurs des phrases extraites de ce livre. Ce journal qui est, je vous cite, celui d'un homme qui s'étonne chaque matin de survivre à la mort d'un jeune homme et n'a rien trouvé de mieux à faire que de déposer des mots d'amour comme des fleurs sur sa tombe. Fin de citation. Voilà, ça c'était La vie sans lui, le premier livre de ce journal en 2000. Ensuite, il y a eu Des lendemains de fête, On dirait qu'il va neiger. Et puis l'an dernier, Lentement, Place de l'Église. Chaque année, vous publiez d'ailleurs à la même date un nouveau tome de ce journal et chaque année, c'est un succès renouvelé. Je vais être très franc avec vous. Pour commencer, d'abord, je n'avais pas lu les précédents tomes et j'ai découvert, et j'avais une image, c'est vrai malheureusement, celle que nous donne la télévision, réductrice et malheureusement toujours caricaturale de vous et en général des gens qui se produisent à la télévision. Et puis en lisant ce journal, j'ai découvert d'abord un écrivain, et je crois que c'est le cas de beaucoup de gens qui vous ont lu, un écrivain avec une plume grinçante évidemment, mais souvent tendre, et puis un homme assez mélancolique, touchant, émouvant, et puis un homme aussi plein de contradictions, et que l'on va, je l'espère en tout cas, mieux découvrir ce soir. D'abord, est-ce que l'écriture de ce journal depuis l'année 2000 a changé un petit peu votre rapport avec le public? Parce que vous dites que vous avez écrit pour qu'on m'aime un peu. Est-ce que votre rapport avec les gens aujourd'hui est différent depuis que vous l'avez écrit parce qu'ils vous découvrent sous un autre jour, comme je le disais à l'instant? Oui, mais j'aurais préféré ne pas avoir à écrire ces livres. Je n'aurais écrit sans doute d'autres, peut-être, ou continuer à faire un peu des chansons si ça ne partait pas de quelque chose de très intime, et l'écriture étant le premier mode d'expression que j'ai trouvé lorsque j'étais déjà un adolescent et que j'écrivais quelques poèmes improbables dans la marge de mes cahiers d'écolier. Je me suis donc rattrapé avec cela. Alors, évidemment, j'avais écrit des livres avant la télévision, des romans qui avaient beaucoup fait parler, et puis ensuite la télévision est arrivée parce que je l'ai bien voulu, et je m'y suis consacré avec beaucoup de passion, d'envie et d'enthousiasme. Et c'est moi aussi à la télévision. On en parlera peut-être tout à l'heure. Et évidemment, la télévision grossit, caricature les gens, mais nous sommes toujours un peu responsables de ce qu'on pense de nous. Et le livre, en tout cas le journal intime, qui depuis 5 ans a connu ce incroyable succès, en effet. Mais des gens sont venus à moi qui ne seraient pas venus sans cela. C'est bien. J'avais l'idée tout de même d'avoir autour de moi et dans le public des gens qui avaient des bons sentiments pour moi, puisque j'ai beaucoup voyagé en France, et au-delà des critiques naturelles ou des caricatures que j'accepte volontiers, il y avait beaucoup de gentillesse près de moi dans les gens. Mais évidemment, alors au fond, la littérature emporte toujours tout et fait tomber des digues entre l'homme public que je suis et qui parle dans des micros, devant des caméras depuis longtemps avec une certaine énergie, et l'homme qui écrit dans le silence. C'est le même, mais c'est une autre voix, un autre son, et pour dire autre chose. Ça ne vous gêne pas finalement qu'il ait fallu attendre que vous écriviez pour que les gens vous découvrent différemment? Non, parce que, comment dire, je suis toujours très ému quand on a lu mes livres.
Mais je ne renie rien de l'homme public que j'étais avant cela. Je tiens beaucoup à ça, à dire cela. Moi, je sais très bien l'homme que je suis. Les intimes de ma vie, hommes et femmes qui comptent pour moi, le savent. Voilà. C'est le plus important. Voilà. Bon, alors maintenant, évidemment, et c'est le cas, si j'ai vu venir à moi des hommes et des femmes de toute génération, le cœur au bord des lèvres, comme nous le sommes tous, puisque nous vivons toujours comme ça, tendus entre quelques mélancolies et quelques sourires, alors tant mieux. Au fond, la littérature est faite pour cela, communiquer une émotion. Je dis souvent que dans un journal, dans l'écriture en général et dans un journal en particulier, on parle de soi, mais ceux qui vous lisent viennent se chercher eux aussi. Chacun vient chercher la part de soi. Bien sûr, lorsque je suis moi-même le lecteur des journaux intimes de tel ou tel écrivain, c'est l'écrivain, mais moi, que je viens chercher. Quelle est la teneur des courriers que vous recevez aujourd'hui? C'est une sorte de gratitude que les gens vous expriment? De reconnaissance? Écoutez, les courriers vaudraient à eux seuls des éditions complètes, je l'ai dit à plusieurs... Vous en donnez quelques-uns d'ailleurs. Ouais, j'en donne quelques-uns parce que alors là, ça passe l'imagination. Ça veut dire que pour le misanthrope que je suis, quelquefois, ces lettres m'aident justement à l'être un peu moins. Pas seulement pour me dire des choses extrêmement gentilles sur moi ou sur mes livres, c'est pour ce... Il y a des lettres vraiment incroyables qui... Et alors, voilà, beaucoup de jeunes gens et beaucoup de femmes. Les femmes, quoi. Tout commence et finit par les femmes. Et alors, des lettres de femmes absolument bouleversantes. Et puis beaucoup de jeunes gens. Mais au fond, les femmes d'abord me comprennent, voient très bien ce que je veux dire. Au fond, toute ma vie d'homme et toute ma vie publique tient sur les femmes. Je vais lire, si vous le voulez bien, un passage de votre livre. Sur cette photo prise à Montréal, mon sourire est si trompeur que j'y crois moi-même. Si je reviens sur mon sourire qui m'apparaît impensable, c'est que tout est fini, qu'il sera le dernier, que je vais mourir prochainement. Je me dis cela chaque matin, après quoi j'écris des livres, je chante, je cours à la télévision et chacun se réjouit de ma bonne mine. On se demande où je puise mon énergie. Je n'en sais rien. Stéphane, votre compagnon, me manque comme jamais. Épuisé moralement et physiquement par ma course folle de l'hiver, sur les scènes et devant les caméras, lui seul pourrait m'aider à surmonter la mélancolie, le chagrin. Mais je n'aurais pas de chagrin s'il était là. Est-ce que vous comprenez en même temps, mais on revient un petit peu à ce que vous disiez tout à l'heure, que les gens soient surpris de lire dans vos livres cette tristesse, cette mélancolie, et qu'en même temps de vous voir à la télévision très différent et très sautillant presque, j'ai envie de dire? Mais ça m'étonne moi-même. Oui, ça vous étonne vous-même. Non mais, comment dire, je ne promène pas mon chagrin dans les rues ou à la télévision. Tous les hommes et les femmes qui lisent, ceux qui sont là ce soir, c'est tout le temps. La vie n'est faite que de cela. C'est votre double qu'on voit à la télévision. C'est compliqué, c'est moi. À l'instant précis où tout à coup je fais le mirliflor, j'adore ce mot-là, je trouve que c'est comme ça, il est très beau. Mais je suis content vraiment. Je suis là, je chante, je fais chanter des garçons et des filles en ce moment qui ont entre 16 et 25 ans, c'est très enthousiasmant. J'aime vraiment la chanson, j'aime vraiment cela. Et à cet instant précis, la vie m'emporte, parce que sans ça, je serais infréquentable, et je le suis fréquentable. J'ai beaucoup d'amis, il m'arrive de dire des bêtises, de faire des bêtises, de boire un peu le soir, et mais évidemment, la littérature étant pour me sauver de tout, lorsque j'écris tout à coup et que je me retrouve en train d'écrire ces pages, ou comme ce passage que vous avez choisi à Montréal, par exemple, tout à coup je me dis, mais enfin, dans l'état où tu es, mon pauvre garçon, comment tu vas tenir? Et lorsque je me lève et que je me dis, mais tout à l'heure, il y aura des foules à la télévision, qu'il faudra chanter, je me dis, c'est impossible, tu ne le feras pas. Et puis je le fais, parce que sans ça, on est mort, je veux dire. Je veux dire, où on vit, où on est mort. Je veux dire, sans ça, voilà. Donc je me laisse emporter, je suis en vie. C'est inimaginable. Ça me paraît inimaginable. Mais ça me paraît inimaginable depuis que je suis né. Donc je suis en vie, c'est inimaginable, il ne l'est plus, je fais comme je fais avec. Je m'arrange avec moi, au fond. Je ne peux pas geindre.
je crois que mes proches le savent. Là, on se trouve qu'on parle de littérature et des gens ont bien voulu venir avec nous. Mais je ne passe pas mes jours à m'épancher aux oreilles même de ma mère. On prononce le nom, mais je veux dire, on n'est pas tout le temps là-dedans. Donc le livre est fait pour ça. Alors vous êtes un homme, je le disais, un peu plein de contradictions. On va en citer peut-être quelques-unes. La première, d'ailleurs, vous le reconnaissez vous-même. Hein, vous dites « J'écris pour n'avoir pas à parler trop. Je ne cesse pourtant de m'expliquer devant les caméras, les micros qui se tendent, avec le désir inavouable d'être intéressant. » C'est étonnant, ça, ce paradoxe de finalement ne pas pouvoir parler, d'écrire pour ne pas avoir à parler, et puis finalement, vous allez devant les caméras. Vous dites même à un moment « J'ai voulu repousser, changer ce rythme annuel de la sortie de mon livre. » Et puis bon, finalement, j'y suis revenu. Oui, c'est-à-dire que... vous reconnaissez que vous êtes un homme de paradoxe. Oui, mais j'ai beaucoup voulu le public et les caméras quand j'étais adolescent et jeune homme et chanter, etc. Là, on est dans une sorte de folie parce que la télévision, en ce moment, veut tout manger. Donc, je suis beaucoup allé l'année dernière et j'ai fait tellement d'émissions de télévision concernant mon livre précédent que je me suis dit, c'est pas possible, je ne vais pas recommencer, d'autant que les intervieweurs sont la plupart du temps absolument incultes et vous posent des questions absolument abrutissantes. Donc, ça met la pression tout de suite, c'est bien. Oui. On en a déjà parlé. Donc, si je le dis, c'est que ça ne vous concerne pas pour l'instant. Ça va. Et je me suis dit, mais c'est la folie, je vais partir courir dans toutes les caméras pour répondre à 3 questions idiotes, je n'aurai pas le temps de m'exprimer longtemps. Donc, alors qu'à la télévision, des gens que je respecte et que j'aime bien, qui sont mes amis. Donc je me suis dit, mais c'est la folie, je vais pas... Et puis ensuite, j'ai tranché, je me suis dit, mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Tu écris ton livre tranquille et tu ne fais pratiquement pas d'émissions de télévision. Je n'ai pratiquement pas fait d'émissions de télévision avec ce livre. J'ai fait 4 ou 5 minutes avec mon ami Fogiel. Pour s'amuser. J'ai fait une soirée très tard le soir, parce que sur TF1, la culture, c'est à 4h du matin, avec Poivre d'Arvor. Et j'irai chez Drucker dimanche, parce que c'est mon grand frère. Pour le reste, j'ai tout refusé. Parce que j'aime le divertissement, j'en fais moi-même, je l'ai expliqué, je ne mépris absolument pas pour la télévision divertissante. Elle peut mais enfin, je ne peux pas aller parler littérature dans n'importe quelle émission avec des zozos, des rappeurs et je ne sais quoi, aller faire le zozo. Donc ça, je ne l'ai pas fait et je m'y suis tenu. Et la pression est très forte sur moi parce que beaucoup des gens de la télévision que je connais, qui sont mes collègues, disent oui, tu viens pas, etc. Donc c'est très difficile à expliquer. Voilà. Bon, voilà, on finira la parenthèse. Donc je me suis tenu à ce que j'ai dit et je le fais rarement, très rarement. Des télévisions sur la littérature, parce que d'abord, personne ne sait lire à la télévision. Ah ben voilà, il y a des gens qui sont d'accord avec vous. Vous êtes un homme qui aime le public, c'est normal, vous produisez à la télévision, vous chantez aussi devant le public, et en même temps, on découvre aussi quelqu'un qui aime la solitude et s'isoler, notamment dans votre maison. En fait, vous avez 2 pôles de vie. Vous avez Paris, où vous habitez, et puis cette maison secondaire à Morterolles en Haute-Vienne, où vous êtes. Là aussi, c'est une autre de vos contradictions. Vous arrivez à vivre comme ça, cette vie parisienne, et en même temps, des moments très très seuls. Si on remonte assez loin quand j'étais un adolescent, je me souviens que c'était donc la maison de mes parents. J'y partais en plein hiver généralement et seul pendant 10 jours. J'avais 16-17 ans. Le goût du silence chez moi et de la solitude est très grand. C'est-à-dire aussi parce que c'est un silence et une solitude choisie. Je comprends bien les hommes et les femmes qui un jour ou l'autre dans leur vie se retrouvent dans une solitude contrainte. Ça doit être terrible. C'est que moi je sais à chaque instant que je peux en sortir dans la seconde qui suit. Alors c'est un très grand luxe. Mais en effet, lorsque je pars dans ma campagne dans le Limousin, je reste 8 heures par jour sans parler à personne. Sinon, voilà. Et j'ai absolument besoin de silence, parce que sans ça veut dire qu'on devient fou. Regardez, la plupart des gens qui font ce métier terrible qui est le mien, du public, de la scène, etc., enfin, cette grande pression des médias, ils tournent tous assez mal. Ils virent mal et ils tournent mal. Il y a très peu de gens équilibrés. Drucker est un type équilibré, on est quelques-uns. Mais ils finissent assez mal et leur vie est un désastre. Donc moi, je ne peux pas rester
constamment dans ce tourbillon de folie. Et alors après, j'y reviens avec plaisir. Et c'est comme l'idée qu'il ne faut tout de même pas abuser de tout le temps. Je crois que je suis un homme assez équilibré, ça tient à ma mère. C'est vrai que vous avez besoin de vous échapper un peu de cette vie parisienne que vous évoquez effectivement dans le livre. On peut vraiment devenir dingue à rester aussi longtemps et tout le temps dans ce milieu-là? Oh, je crois que c'est pas possible, parce que ça veut dire qu'on parle tout le temps, qu'on tourne en rond, qu'on répète les mêmes choses, qu'on dit voit les du mêmes mal. gens. Pas forcément, mais c'est très plaisant aussi. Ça s'appelle aussi la vie. Oui. Je ne la déteste pas. J'aime bien aussi avoir quelques amis à la maison. Et puis, j'aime ça aussi. Vraiment. Mais enfin, il y a des gens qui sont constamment et qui sont effondrés à l'idée qu'ils vont se retrouver à 9h du soir seuls. Mais moi, ça m'enchante. J'allume un feu de cheminée et je réfléchis à ma vie et au temps qui passe et je suis content. Vous écrivez. Alors, on retrouve aussi dans ce livre le Pascal Sevran qu'on connaît par la télévision. C'est le Pascal Sevran qui s'emporte aussi souvent. Vous avez donné quelques exemples déjà. On va prendre quelques sujets, mais en même temps, je ne voudrais pas réduire ce livre à ses emportements et à ses coups de gueule. Ils existent aussi, oui. Ils existent aussi. On commence par José Bové d'abord. Allez-y. Hein, écoutez, je vais citer le passage, ou je vous le fais lire peut-être. Ce sera encore mieux si ça vient de vous, parce que c'est vous qui l'avez écrit. Allez. Oui, mais là, il faut que je mette des lunettes. Ah bah allez-y. Il est où le passage? Ah bah je les ai ici. Vous voulez que je le lise? Voilà. Vous voulez que je le lise? Tiens, j'avais pas encore... Le 22 juin. À partir de là. Oui, oui. Comme vous voulez. Drame national, José Bové est en prison depuis l'aube. Je parie que l'anecdote fera la une des quotidiens de demain. En France, tout le monde peut se retrouver en prison dans l'indifférence générale, tout le monde, ou presque, sauf José Bové. Quel cirque! Le président Chirac va naturellement lui accorder grâce et pour le 14 juillet, il ira danser la Carmagnole sur les places publiques. José Bové ne dit pas que des bêtises, mais son côté martyr du Larzac, faisant don de sa personne à la France, commence à nous taper sur les nerfs. Monsieur Bové n'est pas au-dessus des lois, c'est très regrettable. Mais c'est ainsi. Prison, donc. De quoi se plaint-il? C'est la sainteté qui le guette. À propos de choses plus sérieuses, Jacques Julliard note ceci, qui est indéniable, et que monsieur Bové recopiera 100 fois. L'histoire nous apprend que c'est l'anarchie, et non l'ordre, qui conduit au fascisme. Elle est bien cette phrase de Julliard. Allez, on va passer quelques sujets comme ça. Bon, j'aime beaucoup celui aussi sur la télévision qui pleure. Ça, vous pouvez nous en parler. Vous pouvez nous le lire aussi. Hein. J'ai noté quelques passages. Vous nous apporterez un petit commentaire supplémentaire peut-être après. Tout le monde pleure à la télévision, même moi. C'est un sport national désormais. Les athlètes et les lofters. La mère Martine Aubry. La mère en un seul mot. Ça aurait pu être en deux aussi. Et Arlette, non, parce que je dis le maire. Et Arlette Laguillet. Le petit Besancenot aussi. Les apprentis chanteurs, leurs parents et leurs grands-mères, leurs voisines, tout le monde pleure. Les larmes s'appelaient. Les gens qui regardent ces émissions sont tellement malheureux, leurs vies sont si médiocres, leur amour si fragile, que de pleurer avec nous les console un peu. Pendant combien d'années vont-ils rediffuser cette séquence où je m'effondre en retrouvant Daniel Rouillet, l'idole de mes 15 ans, chantant accompagné par mes musiciens la chanson préférée de Stéphane et qu'il chantait si bien, Jean-Marie de Pantin. Voilà, le passage. Ça fait partie des choses qui vous agacent à la télévision. Il y en a d'autres aussi? La vulgarité à la télévision? Non, mais ça, c'est un peu... Non, c'était aussi un peu parce que je voulais pas y aller non plus dans l'émission, mais évidemment, là, c'était bon... Le fabuleux destin, oui. Donc je me prenais dans la rafle, je me mettais dans l'eau, j'y ai pas échappé. Donc il était normal aussi que quand je revois, ils vont passer ça à 3000 ans, donc je disais, j'expliquais les raisons, je vais plus loin après. Et voilà, voilà, on accepte cela, et voilà. Mais oui, mais je suis un homme plutôt, oui, en réaction. Je suis pas un veau, quoi. Je réagis, je vois des trucs qui m'enthousiasment, je saute de joie, j'applaudis. Je suis un homme qui applaudit beaucoup, où je me fâche, où je gueule, où je pleure, mais je suis quelqu'un qui réagit, qui suis vivant. Qu'est-ce qui vous agace d'autre aussi à la télévision, à part effectivement cette télévision qui pleure? Je voudrais qu'on dise un mot
parce que ça fait peut-être aussi partie des choses qui doivent vous agacer. Cette énorme audition que vous avez lancée, je fais une parenthèse là, de 400 chanteurs anonymes pour votre émission dominicale Chanter la vie. Est-ce que c'est pour être dans la tendance ou est-ce que c'est finalement pour montrer à ces jeunes, au contraire, que la télévision, c'est pas le miroir aux alouettes qu'on leur montre, hein. Pour leur dire, c'est du travail pour y arriver. On va faire une petite parenthèse, parce que vous pouvez pas un peu... On va dire 2 mots là-dessus. Je suis au bord de la crise de rire, là, parce que, pas vous, mais depuis 2 mois que j'ai demandé à toute cette... que j'ai fait chanter tous ces mômes à la télévision, je suis plié en deux de rire, parce que j'ai entendu pendant 20 ans de ma vie, où on m'a expliqué que je ne faisais chanter que les vieillards, et voilà maintenant qu'on me reproche de faire du jeunisme. Donc je me tape le cul par terre de rire. Oui. D'autant que c'était faux, parce que lorsqu'on accusait mon goût pour les chanteurs de 60 ans, ils s'appelaient déjà Greco, Salvador ou Reggiani, ils en ont maintenant 90 et ils sont chez Fogiel et chez mes confrères. Donc, ça c'était pour faire une petite parenthèse. Et j'ai toujours, tout le temps, fait chanter à la télévision des jeunes gens inconnus et des jeunes filles inconnues, dont quelques-uns sont devenus extrêmement connus. Tout le monde sait cela, en tout cas, beaucoup de Français le savent. Mais là, simplement, je me suis dit, bon, j'avais beaucoup de demandes, puisque les chaînes privées le font aussi. Je trouvais que le service public se devait, d'ailleurs, aussi, et qui était plus légitime sinon moi. J'ai fait ça tout seul dans mon coin, ça a pris une ampleur formidable, ce qui fait que les parents, les grands-parents et les enfants sont maintenant réunis devant le poste le dimanche, qui fait une très belle audience, et ce qui, moi, m'enthousiasme de les faire chanter. Voilà. Je disais, c'est aussi... J'en ai un par là, d'ailleurs, du Mans. Oui, alors justement, c'est peut-être le moment... Voilà, il est ici. Lève-toi, salut la foule. Vous pouvez l'applaudir. Il a chanté dimanche dans l'émission. Je cherchais son prénom. Yvon. Tu vois, t'es pas encore star, hein. Yvon, il a très bien chanté. Non, c'est vrai que la télévision, c'est quand même devenu le miroir aux alouettes. C'est vrai qu'on a dit, pour ironiser sur votre émission, que c'était la Sevran Academy, en référence à la Star Academy. Ça m'a beaucoup amusé. Oui, tous les journaux ont titré la même semaine. Mais ça m'a amusé beaucoup, c'est très bien. J'ai aussi le don de l'insolence et de la malice. Je sais aussi bien rire, m'amuser, c'est très bien. Voilà. Mais il faut du travail, quand même, pour y arriver. Parce que c'est pas ce qu'on leur montre aujourd'hui à ces jeunes qui font la Star. Ah mais moi je sais pas, les petits, là, je leur ai dit, je leur ai dit, j'ai d'ailleurs appelé ça entrer les artistes, ils ne sont pas des stars, parce que les stars malheureusement, c'est très rare, les stars ça n'existe pas. Donc, mais enfin bon, ces jeunes gens, c'est leur jeunesse, ça leur fera un souvenir, certains, peut-être que les gagnants ne feront rien, les perdants feront une carrière. C'est tellement long la vie et tellement court que... Ils verront bien. On parle des jeunes, on va parler aussi du langage de jeunes, parce que ça fait partie aussi des choses qui vous énervent particulièrement, notamment cette jeune étudiante que vous citez, qui était une amie, la meilleure amie de la candidate de l'émission Star Academy, et à qui on lui demande de dire un mot sur cette gagnante de Star Academy. Elle dit « Elle est formidable, très dynamique, c'est une leaduse ». Oui. C'est formidable. Ça, c'est le dévoiement de la langue française. Ouais. C'est-à-dire que... La féminisation. La féminisation. Ouais. Ça me paraît le comble du ridicule. C'est passé comme une lettre à la poste. C'était une directive du gouvernement précédent. C'est absolument ridicule. Là, on n'en finirait pas. Il y a des pages là-dessus. Je ne vois pas en quoi. On ne dirait pas Madame le ministre. Ça me paraît tout à fait... François Mitterrand, quand il s'adressait à ses ministres, disait Madame le ministre, à vous la parole. Maintenant, on dit la ministre, la ministresse, le pompier, la pompière, la cafetière, le cafetier, la cafetière. Donc, on est dans le ridicule absolu. Alors maintenant, ce qui fait que les mots mal dit, déjà la leaduse du groupe. Alors voilà, donc on est dans la folie. Cette efféminisation de la langue française qui est très belle me paraît absolument ridicule. On a très bien vécu. Moi, je suis tout à fait pour que les femmes deviennent président de la République ou ministre. Mais je ne vois pas pourquoi on les appelait Madame la ministre. Madame le ministre, pas très bien. Et encore, ça, c'est pas le pire. Oui. Mais c'est tous les jours à la télévision, vous n'entendez que ça maintenant. On met tous les trucs au féminin. Donc, je veux dire, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. De toute façon, les femmes n'ont pas besoin. Elles sont les plus fortes. Elles dirigent le monde depuis que le monde est monde. Il n'y a pas besoin, en plus, de s'excuser en féminisant des mots masculins qui vont très bien comme ça. On arrive à des trucs comiques, mais ça, c'est les folies de M. Jospin. Ah, il y a un passage... Ça ne lui a pas porté chance. Elle régresse, la langue française, vous trouvez, en tout cas, aujourd'hui ? Je trouve que la langue française est dans le caniveau. Moi, en revanche, ce qui ne me gêne pas, c'est le langage de la rue.
Le Verlan, par exemple. Oh bah, le Verlan, écoutez, mon père parlait Verlan en 1930. Donc quand je vois les rappeurs déjantés du 9-3 qui parlent Verlan et qui croient avoir inventé le monde, mon père faisait ça en 1920. Donc je veux dire, arrêtons. Mais le langage de la jeunesse qui fait bouger, ne me gêne pas. C'est simplement lorsque les adultes veulent caricaturer la jeunesse, là ça devient du ridicule. Que la langue bouge dans la rue n'est pas fait pour me déplaire. Au contraire, c'est plaisant. Simplement, on ne fait pas des lois pour expliquer. Écoutez, Jacques Lang était ministre de l'Éducation nationale, m'a expliqué qu'il a vu arriver un jour sur son bureau une lettre qu'il devait signer à une femme proviseure. Et il voit Madame la proviseure avec un E. Il dit à sa secrétaire, mais il y a une faute dans cette lettre. Et elle lui répond, ah non, monsieur le ministre, c'est les ordres de Matignon. Il était ministre de l'Éducation nationale et il apprend par sa secrétaire qu'il y a des ordres de Matignon pour mettre un E à procureur. Eh bien, je dis non. Tiens, je fais une petite parenthèse sur la littérature. Moi, j'ai appris quelque chose en lisant votre livre, notamment, je crois que c'est Léoto, c'est une règle de littérature, on ne met jamais un mais. Ça va ennuyer nos. Ah non, si, moi je l'avais jamais remarqué en tout cas dans les livres. Moi non plus, mais parlons d'autre chose. Ah, vous voulez pas parler de ça? Monsieur, ça va les emmerder, ça. Est-ce que vous savez qu'on ne met pas un mais au début des phrases en littérature? Non, vous le savez? C'est trop long, ça, ils liront le livre. Ah non, je vous demande pas de le lire, je vous demande juste de nous l'expliquer. Non, c'est pas un bon sujet. Ah bon? C'est vous qui choisissez les sujets en fait, c'est pratique. Bon, alors on va parler parce qu'il y a aussi des choses qui vous agacent, mais alors plus surprenantes et peut-être plus provocatrices, ce sont les pauvres. Pourquoi les pauvres vous agacent? Vous parlez des pauvres qui refusent, par exemple, je suis réducteur. Oui, hein? Parce que je ne sors pas de la famille Rothschild. Non. Compris, hein? Donc me faire dire... Et vous êtes agacé par en fait ces gens qui refusent certains vêtements qui leur sont proposés, parce que ce ne sont pas des vêtements de marque. Je résume rapidement. C'est un peu plus subtil que cela. Le sujet là est un peu grave. C'est la fin du livre. Lorsqu'on m'explique, lorsque j'ai dit autour de chez moi, j'ai dit mais il y a plein de vêtements là, il faudrait les donner. Et la femme de l'association qui s'occupe gentiment de ça, comme Secours Populaire, je crois, ou c'est une association très bien. J'ai dit mais il faudrait prendre tous ces costumes, tous ces... Elle m'a dit oh les jeunes ne veulent plus rien maintenant. Je dis parce qu'il y a peut-être des gens qui ont besoin. Mais elle ne peut pas dire que c'est moi. Enfin, je veux dire, on peut prendre quoi. Oui, non, ils ne veulent plus tout ça. Ils ne prennent que des choses. Si c'est des choses. Alors, comme évidemment, je ne mets des chaussures, c'est peut-être des Weston, mais c'est pas des Nike, donc ça ne plaît pas du tout. Mais mais c'est un sujet grave tout ça, parce que moi, je sais ce que c'est que. Je n'ai pas été du tout un enfant. J'ai une enfance magnifique, donc j'ai manqué de rien. Mais enfin, je n'ai tout de même pas été élevé dans les châteaux. Donc, qu'on ne me fasse pas dire ce que je ne dis pas. Mais évidemment, j'ai vu un reportage à la télévision il y a quelques jours. Il y avait des SDF, on appelle ça SDF, moi j'appelle ça clochard, c'est plus joli. Il y avait des clochards, des gens qui étaient sous un pont, un monsieur avec beaucoup de barbe et puis une dame, d'abord 45 ans. Et vous voyez, c'est un peu triste parce qu'il fait froid, etc. Ils avaient chacun un téléphone portable. Je trouvais que c'était un peu curieux quand même, mais voilà, le monde est ainsi fait que... Voilà, ils sont allés manger, on leur a donné à manger, c'est très bien, sans doute que je suis enchanté pour eux, mais voilà, je trouve ça un peu bizarre. Téléphone portable sous les ponts de Paris, pour téléphoner à qui Vous dites que le chagrin n'explique pas les colères qui m'emportent. Le chagrin n'explique pas les colères qui m'emportent. Qu'est-ce qui peut les expliquer? Vous écrivez ça. Le chagrin n'explique pas les colères qui m'emportent. Vous êtes sûr que je ça suis sûr. Je crois que vous faites une... Je retrouverai la page. Là, je ne l'ai pas noté malheureusement. Mais qu'est-ce qui les explique, ces colères? C'est les réactions... Mais c'est quand je suis... C'est très bon signe quand je suis en colère. Ça veut dire que je suis content, d'abord. Quand je suis très en colère, ça veut dire que je suis très content, très en forme, que j'ai pas trop de chagrin, justement, et que je crois que la vie est belle. C'est lorsque je ne fais pas de colère que c'est terrible. Mais j'en fais beaucoup moins. Tout ça, c'est aussi un peu... C'est vrai que j'ai un tempérament, j'ai une mère espagnole, j'ai du sang espagnol dans les veines. Donc, oui, mais je suis plutôt gentil. J'ai des gens qui sont depuis 40 ans près de moi.
J'ai laissé passer à la télévision des extraits toujours amusants où je Vous emportez. où je fais. Ouais. Bon, Je enfin, parlais c'est pas un- forcément de ces colères-là. Vous hein. imaginez Je bien parlais que pas c'est de un ça. grand numéro, puisque comment peut-on croire que j'aurais laissé passer cela si je ne le voulais pas? Il suffisait, étant producteur, que je confisque les bandes, ce qui fait qu'on ne le voit jamais. Mais je le laisse parce que ça fait une légende et tout ça. On dit écrit, tout ça. Alors ce qui fait que maintenant, on croit que je vais tout casser. J'arrive et les types me disent, mais il n'est pas du tout en colère. Ils sont tout à fait effarés que je ne casse pas tout en arrivant partout. Alors que, voilà, mais pour tout ça. Non, fait je parlais partie. plus des coups de gueule sur les différents sujets. Je parlais pas forcément de ces Ah oui, colères-là. ah mais, des... Ouais. ah mais des coups de gueule, mais... Vous réagissez très c'est à vif, quoi, en fait. Hein. Oui, mais oui, il y a beaucoup de choses. C'est pas par goût naturel de la provocation de votre part. Non, je suis pas provocateur. J'ai plutôt un goût pour l'insolence. Oui, oui, oui. Il en faut peu pour vous agacer, en fait. Ah oui, ça oui. Ouais. Ça vous avez raison. Il en faut peu, oui. Ça oui. Faut que je me... Mais vous ne m'agacez pas du Bon, tout. bah, Vous ça n'ayez pas peur. Ah oui. En même temps, vous êtes bien conscient des choses. Que vous dites, je m'en veux de ne pas savoir cacher mon jeu, de monter sur mes grands chevaux au lieu de respecter le spectateur dégoûté, de rester, pardon, le spectateur dégoûté d'un monde dégoûtant. Voilà. Ça, c'est pas mal. Dis tout. Ça, c'est de la littérature. Voilà. Là, voilà, ça reste vrai. Voilà. Il y a cette phrase aussi qu'on pourrait mettre et rapprocher de celle de Bernanos que vous mettez en exergue de votre livre Souvenirs particuliers, où vous racontez votre enfance, où Bernanos dit « L'espérance est un risque à courir », et vous dites dans votre livre cette très belle phrase « Si l'on part du principe que les choses vont s'arranger, on s'expose au pire déconvenu. Si l'on admet qu'elles vont mal et qu'elles iront de plus en plus mal, alors l'espoir est possible. » Vous pouvez nous expliquer ça? Je crois que c'est pas mal dit, non? Oui, oui, tout à fait. Mais on dit, on a plutôt entendu. Je crois que... On est plutôt optimisé. Moi, je me pourris la vie quand même, parce que je suis vraiment trop... c'est trop. Mais j'ai vu tant de... L'optimisme de la vie qui n'est pas corrigé par... par la gravité, vous expose à des choses terribles. J'ai vu trop près de moi et très près de moi et très très près de moi des hommes et des femmes, et singulièrement Stéphane particulièrement, doublement atteints lorsqu'on n'est pas prêt pour affronter les heures graves de la vie. Alors moi, je suis un enfer, parce que moi, c'est le contraire de tout, c'est vraiment trop. Donc je ne donne mon modèle à personne. Je dis seulement que il faut toujours se préparer au pire, comme ça on est plus sûr d'avoir une bonne surprise. Moi, c'est trop. Et dans l'autre sens inverse, j'ai vu... On s'expose à des déconvenus. J'ai vu... C'est le cœur serré que je vois parfois près de moi, des hommes et des femmes, donc c'est écrit que ça n'ira pas, qu'il va se passer quelque chose de très mal. Et ils y vont. Là. Donc ensuite, ils sont plus vulnérables. Il faut s'armer pour la vie, pour l'amour et pour la mort. S'armer. Sans ça, on est foutu. On est déjà foutu de toute façon. Mais je crois que c'est ça. Il faut être armé pour la vie, pour l'amour et pour la mort, et chacun à sa façon. Si on y va les mains nues... Est-ce que pour vous, s'y préparer, c'est aussi ce que vous racontez dans le livre, c'est-à-dire avoir déjà choisi le lieu où vous reposerez plus tard? Ça fait partie de ces choses-là pour vous, se préparer? Ça, c'est une histoire qui est tout à fait... C'est là-bas, dans le village, mon père avait cette idée comme ça. Et j'avais 25 ans quand j'ai été avec lui acheter le carré, sans aucune peur, 25 ans quand même si... Et donc on a acheté l'endroit avec mon père, tous les deux, je me revois très très bien. Un matin d'automne, je me vois comme c'était hier. J'avais donné 75 francs à la mairie, et puis voilà, mon père avait... Ma mère s'en fout. Elle disait que... Mais lui était comme ça, un peu comme ça, bon, moi je saurais, donc j'ai voulu le rassurer. Alors voilà, donc...
Et puis, tout ce qui est arrivé dans ma vie fait que Elle est belle. Stéphane est là avec mon père maintenant. Elle est magnifique, cette phrase de Bernanos. Pourquoi vous l'avez choisie sur souvenir particulier? L'espérance est un risque à courir. Écoutez, c'est exactement ce que je viens de dire. Là. Ouais. Et je trouve beaucoup dans les écrivains français des choses qui me portent. Alors là, dans les paradoxes, on ne fait pas mieux en termes de choix éventuels. Enfin, c'est en tout cas le titre qu'aurait pu porter ce livre, c'était la mélancolie, des fanfares. C'est extraordinaire. Là, on ne peut pas faire plus paradoxal. Comme oui. Tout à fait à votre image. J'ai failli l'appeler comme ça parce qu'il y a une phrase à un moment donné, et au loin, la mélancolie des fanfares. Et oui, parce que ce jour-là, ça m'a rappelé un 14 juillet. Stéphane aimait beaucoup les fanfares, donc il me disait viens, on y va au 14 juillet. Alors j'allais au 14 juillet pour les faire plaisir, mais l'année dernière j'ai entendu les fanfares et évidemment il n'était pas là pour m'emmener au 14 juillet. Vous êtes souvent ennuyé, vous, le dimanche, comme le titre de votre livre? Dans la vie, moi je ne m'ennuie pas, mais le dimanche c'est un jour que je déteste, et à cause de la CGT et de l'Église catholique, tout est arrêté. Je trouve que je trouve que les gens qui veulent vendre, ouvrir des boutiques le dimanche, tout devrait marcher. Avec bien entendu que chacun se repose quand il veut, etc. On rentre là dans un autre discours qui est presque politique. Non, je n'aime pas le dimanche, mais personne n'aime ça. D'ailleurs, ils s'emmerdent, les beaux-frères s'engueulent à table, les gosses gueulent partout, le mari n'a plus qu'une idée, c'est de retrouver ses copains au bureau, et la femme qu'elle soit tranquille, que les gosses soient à l'école et que le mari soit rentré. Les amoureux se promènent ensemble, mais le garçon regarde une fille qui passe, enfin tout ça va très mal. Vous parlez aussi supprimer le dimanche. Est-ce que quand même le dimanche, vous arrivez à trouver... Le dimanche, je reste seul, absolument seul, et j'écris. Est-ce que vous arrivez je ne fais que ça, écrire. Est-ce que vous arrivez à trouver cette expression que je trouve très belle, ces quelques minutes, je vous cite, minutes charmantes de la vie? Est-ce que vous arrivez à les trouver quand même le dimanche? Et qu'est-ce que c'est que c'est pas seulement... Que sont ces minutes charmantes? Je trouve que, qui rejoint un peu on disait tout à l'heure, c'est que moi, le grand pessimiste que je suis... l'homme tout le temps dans l'inquiétude, tout le temps dans l'idée que tout ça est fini. J'ai d'autre part cette formidable capacité que n'ont pas beaucoup de mes amis, apparemment plus légers, enthousiastes et tout, ils n'ont pas ça, ils ne savent pas. Moi, je sais très bien trouver dans un jour les petites minutes charmantes qui suffiront à apaiser mon âme. Même dans les jours graves. Je ne sais pas, mais ces petites minutes charmantes qui doivent bien nous suffire, je sais les trouver. Et ça, c'est un grand, comment on dit, un grand privilège l'idée, je suis mal, et tu vois, ou je soucie, ou dans le travail, ou dans la vie, je ne sais pas. Et je sais qu'il va y avoir un instant dans la journée, ou en fin d'après-midi, où je vais trouver le moment. Est-ce que vous écrivez toujours un peu, et je crois que tous les auteurs sont comme ça, dans l'espoir d'émouvoir vos lecteurs? Non, il n'y a pas l'idée, non, parce que là on est dans le... Non, ni l'idée d'émouvoir, sûrement pas. Sûrement pas, parce que sans ça, ça veut dire que c'est du théâtre. Et je n'ai pas l'idée d'émouvoir ni de plaire. J'ai l'intention de plaire lorsque je monte sur scène pour chanter ou à la télévision. J'aime autant plaire, puisque c'est mon métier. Mais pas du tout quand j'écris. Par contre, il n'est pas question de cela. On vient me chercher. Là, on est dans le contraire de l'exhibitionnisme. L'exhibitionnisme, c'est à la télévision. C'est sur scène. C'est pas du tout dans la littérature. La littérature, on vient me chercher... on vient sur mon épaule. En revanche, on sent que votre plume est vraiment dictée par les émotions immédiates qui vous étreignent lorsque vous écrivez. C'est vraiment le cas? Ah oui, je ne compose pas. C'est-à-dire que, évidemment, il s'agit de retenir des instants de la vie. Donc, selon que je suis... à Montréal ou Saint-Louis, à Morterolles ou ici, avec des amis pour dire des bêtises, qui sont ministres, présidents, préfets de police, je ne sais quoi, où je me retrouve avec une de mes voisines qui me fait un poulet rôti. Donc voilà, si je suis à Morterolles sur la tombe de mon père, c'est pas du tout pareil que si... Voilà, donc voilà. C'est écrit d'un geste, c'est-à-dire que vous réécrivez pas votre livre ensuite? Ah mais pas du tout. Pas de réécriture pour vous?
Ah mais pas du tout. J'écris lentement, mais quand j'écris 4 lignes, elles y sont. Elles ne changent pas. Non. Dans quelles conditions vous vous mettez lorsque vous écrivez? Alors c'est Morterolles, souvent, effectivement. Ou vous êtes seul. Paris. Paris. Je me mets à mon bureau et j'attends pendant 10 heures que de trouver un mot parfois. Voilà. Ah, parfois. Et je ne bouge pas. Vous êtes patient pendant 10 heures pour trouver le mot? Ça n'arrive pas tous les jours que je vais mettre 10 heures pour trouver un mot, mais ça peut arriver. Lorsqu'en 79, vous avez écrit votre premier livre, qui a d'ailleurs reçu le prix Roger Nimier, Le passé supplémentaire, est-ce que vous pensiez à cette époque-là que vous ne feriez qu'écrire? Ah oui, parce qu'à cette époque, j'avais tout à fait renoncé à l'idée de chanter. J'avais tout à fait... la télévision, je savais même... C'est à peine si j'avais 74, je faisais même pas... j'avais même pas l'idée. L'idée, alors là, était uniquement que d'écrire. Est-ce que les Des rêves... livres. Des livres. Quels étaient vos rêves lorsque vous étiez enfant? Est-ce qu'aujourd'hui, vous en avez réalisé la plupart? Lorsque j'étais enfant, je rêvais de devenir Gilbert Bécaud. Voilà. Ah ouais. Je l'ai dit et répété 3 millions de fois. Je ne le savais pas. Non, mais je ne suis pas... Et pour quelle raison, alors? Demandez donc aux jeunes gens d'aujourd'hui pourquoi ils veulent devenir Patrick Bruel. Encore que j'aime beaucoup Patrick, mais enfin Gilbert chantait mieux. Voilà. C'était le seul rêve que vous aviez? Je voulais monter chanter sur les planches, qu'on m'applaudisse, etc., et faire des disques, et être un chanteur, et donc Gilbert Bécaud. Donc, voilà. Ensuite, de quoi je voulais écrire des chansons, je voulais faire du journalisme, je voulais écrire des livres, et j'ai fait tout ça. Donc, voilà. C'est-à-dire que c'est-à-dire j'avais quel âge? 13 ans, 12 ans, 13 ans. Voilà, c'était ça, l'idée. Donc vos rêves vous ont rattrapé, finalement? Oui. Oui. Gilbert Bécaud a fait la carrière magnifique qu'il était, qu'il voulait. Moi, j'ai fait une carrière littéraire et une carrière de télévision. En tout cas, bref, Gilbert Bécaud étant un mot, j'ai voulu être un homme public, montant sur scène, et faisant métier public d'artiste, de saltimbanque. Je l'ai fait. Voilà. Je ne savais pas qu'en plus, il y aurait la littérature qui viendrait très vite et qui compterait autant. Plus, vous diriez, que le reste aujourd'hui? Vous cherchez pas à être considéré, c'est-à-dire plus comme un écrivain que comme un chanteur ou comme un présentateur aujourd'hui? Ce n'est pas une chose prioritaire pour vous? Chacun me considère comme il veut. Il y a quand même quelque chose que vous souhaiteriez. Cela dit, j'aime bien réussir mes émissions de télévision, mais j'aime encore mieux réussir mes livres. Juste un mot sur la notoriété. Tout à l'heure, M. Jacob citait cette phrase les trompettes de la renommée me cassent un peu les oreilles, mais je ne peux plus les faire taire, c'est moi qui leur ai fourni la partition. Elle est parfois difficile à vivre, cette notoriété. Je vais juste citer, et vous nous raconterez, vous allez peut-être le lire, ce passage absolument incroyable de ce qui vous arrive un jour à Morterolles alors que vous êtes au cimetière en train de vous recueillir. Ouais. Ce sont les inconvénients de la notoriété, mais ils sont parfois très lourds à supporter. Est-ce que je vais pouvoir le lire? Ces gens qui vous importunent. Vous voulez préférer que je le lise? Oui, c'est mieux. D'accord. Des indiscrets au cimetière, à pas de loup dans mon dos, leur voix basse mêlée. Je n'ai pas bougé, espérant qu'ils se tiendraient à distance. À genoux, j'attendais pour me relever qu'ils passent. La tête baissée, les mains à plat sur le marbre, je me disais, ce n'est pas possible, ils n'oseront pas. La femme a osé, les hommes sont plus timides. Vincent, qui se tenait à l'écart en embuscade, ne l'a pas vu venir. Vincent m'est dévoué, mais il ne voit jamais rien venir. Elle s'est approchée jusque sous mon nez pour me voir en vrai, peut-être même pleurer. Je te dis que c'est lui. Inimaginable. La femme s'est accroupie, s'est tordu le cou devant une tombe où je veux que l'on me laisse seul. Je l'ai chassée d'un revers de la main. C'est hurler que j'aurais dû la traiter de tout. En voilà une qui ira dire partout que je suis moins souriant dans un cimetière qu'à la télévision. Ouais. Vous parliez de Michel Drucker tout à l'heure, et il y a cette conversation que vous avez un jour avec lui, et je voudrais que vous me donniez la réponse à cette question qu'il vous pose. Vous l'appelez alors que son frère aîné, c'est lui qui Jean, qui vous appelle. Oui, c'est ça. Lui qui m'appelle. Il vous rappelle, ouais. Il veille son frère aîné, Jean, qui est donc décédé l'an dernier. Il vous dit, c'est la télé qui l'a tué, Jean Drucker, qui était le président d'M6, c'est la télé qui l'a tué, ce monde impitoyable. Comment avons-nous fait pour tenir, toi et moi, et jusqu'à quand et pourquoi? Est-ce que vous avez une réponse à cette question? Qu'est-ce que vous lui avez répondu? Je crois que Michel, qui fait la télévision depuis bien avant moi encore, a tenu, et moi, parce qu'on est des types équilibrés sur notre enfance, qu'on n'est pas des fous, qu'on ne se moque pas du monde. Il y a beaucoup de raisons. On se ressemble beaucoup. Il fait un peu plus de sport que je n'en fais, je n'écris un peu plus de livres qu'il n'en écrit, et j'en lis un peu plus qu'il n'en lit. Mais
Oui, je crois que pour tenir, on ne se couche pas tellement tard, Michel et moi. On ne mange pas 3 fois par jour. Et puis on n'est pas des fous, quoi. On ne s'est pas laissé... Et pourtant, il est inquiet, il est comme moi pour ça. Hein. Il est tout le temps dans l'inquiétude et dans le doute. Je crois que voilà, on ne s'est pas laissé manger parce qu'on n'est pas des fous. Parce que presque tous nos copains, nos confrères sont fous, quoi. Je crois que... Vous avez souvent, d'ailleurs dans ce livre, des fois, parfois ces phrases qui claquent et qui concluent en quelque sorte un thème. Là, c'est ensuite, après ce que vous a dit Michel Drucker, et vous dites « Parce qu'un jour, ils ne me verront plus à la télévision, les gens me croiront mort, et peut-être le serai-je. » C'est vrai. Vous craignez ça, en fait? Est-ce que c'est pour ça que vous restez aussi à la télévision? Peut-être. Mais je crois que chaque homme et chaque femme a beaucoup de réticence, même quand les hommes et les femmes qui font des métiers très durs, et il y en a beaucoup, je pense au personnel des hôpitaux, je pense aux gens en usine, ils partent les larmes aux yeux quand même. Ils partent les larmes aux yeux quand même. Rompre avec une partie de sa vie, donc de sa jeunesse, c'est toujours comme ça. Et donc on est fait pareil. Mais je m'arrêterai à temps, je ne donnerai pas de moi un spectacle. Mais c'est un peu normal, quoi. Pour prolonger, justement, vous dites « Mon image publique, je ne m'en moque pas, mais elle m'importe moins qu'on ne le croit. Je sais qui je suis, d'où je viens, hélas aussi, où je vais. » La mort vous angoisse réellement? C'est pas une idée qui m'amuse. Ça n'amuse personne, mais en même temps, il y a des gens qui... Moi, ça ne m'amuse pas du tout. Ah, du tout. Il y a quelque chose après, selon Non. vous? Non. Non. Pour vous, c'est clair. Évidemment, non. Même dans ce bel endroit, et même si les églises comptent beaucoup pour moi, et si je voudrais bien qu'on répare celle de Morterolles assez vite, et s'il faut donner un peu de sous, j'en donnerai, parce que la main des hommes sur les églises, le silence des églises, la beauté des églises françaises, magnifique, et je respecte beaucoup ceux qui croient. Mais en tout cas, moi, je ne crois pas du tout. Je ne sais pas si c'est un paradoxe qu'on peut aligner comme les autres, mais en tout cas, ce journal, son point de départ, je le disais tout à l'heure, c'est la mort, mais en même temps, c'est finalement uniquement la vie que vous racontez. Oui. Oui. C'est vraiment la contradiction. Oui, je crois que... Oui, mais la mort, c'est la vie, ça, on le sait. Oui. Alors, là, on est toujours un petit peu sur le même thème, c'est pas forcément Oui, le plus drôle. Il n'y a que lui qui aurait pu me consoler de vieillir si vite, si mal. Mon visage chiffonné depuis quelques mois déjà, voilà qu'il se froisse irrémédiablement, qu'il se cabosse. Le double menton élaille de mode de beurre, des rizières creusent mon front. L'ovale de mes joues n'est plus qu'un souvenir, les miroirs se paient ma tête. Ça, c'est aussi de la littérature. Ouais. Comment? C'est aussi de la littérature. Merci. Il faut... vous savez, on passe notre vie à être dans des photos... Moi, je vois bien les choses de la vie. Et donc, si je prends le principe de dire les choses, il faut que je les dise également pour moi. Écrire sur soi n'a pas de sens s'il n'y a pas de chair, si c'est dénué de tout. Je veux dire, la vie d'un homme, c'est fait de ça aussi. Avec les espoirs du matin dans la glace, avec les rencontres, les amours, etc. Et donc, si j'enlève tout, c'est écrire pour ne rien dire. Donc ce matin-là, je devais être assez mal disposé après moi. Il y a des jours où je suis moins catégorique. Non, mais il y a d'autres pages, parce que là j'ai lu, alors attendez, on était le 18 février, mais le 20 août ça recommence, ce ne sont plus des rides, mais des balafres qui me cisaillent le front. Ça devait être l'obsession de l'été. C'est ça. Est-ce que écrire c'est aussi finalement une manière de retenir le temps pour vous? Oh oui. Est-ce que vous êtes cru immortel à certains moments de votre vie? Ah non. Jamais. Ah non, malheureusement. Je serais beaucoup plus content de me réveiller le matin. Non, si ça peut être vrai. Non, je ne me crois pas du tout immortel. Alors, et je le regrette vivement.
Vous souhaitiez que le public vous pose des questions. Mais s'ils veulent, Donc oui. c'est le moment, si vous le souhaitez, de prendre la parole. Ne soyez pas intimidés. Mais comment ils vont faire? Il y a des micros, vous inquiétez pas. Il y a tout ce qu'il faut. Et vous pouvez poser des questions sur tous les sujets. On n'a pas parlé de la chanson, mais on pourrait, bien sûr. Le plus dur va être la première question. Ah, mais c'est toujours comme ça, mais si... Toujours. Allez, hop. Yvon Bon. peut peut-être Ah, poser non, une non, question. ils vont, laisse-le tranquille. Bon, Oui, monsieur, je vous en prie. Ah. Le micro, s'il vous plaît, juste ici. D'habitude, c'est les dames qui portent les premières, mais là, c'est un monsieur. Il est là, allez-y. Merci. Pascal Sevran, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Pourquoi ce sentiment d'écorché vif que vous donnez à travers votre discours et à travers vos textes? Ça correspond à votre caractère? Oui, le terme, là, ça me passait un peu un lapin écorché vif, quoi. Mais écorché Mais, vif, non, mais je pense à Proust, je pense à des gens Ouais. comme ça. Merci. Mais je vais vous dire une chose. Évidemment, je le suis. Mais vous savez, voilà, je fais avec les gènes que m'ont transmis mes parents, le patrimoine génétique, disent les savants. Donc je fais avec. Moi, j'avais un père bien équilibré, une mère qui l'est encore, des gens bien dans leur peau. Donc j'ai eu une enfance dont je n'ai pas à me plaindre. Mais en effet, oui, je suis très très tendu et très inquiet naturellement. Oui, oui, je suis assez sensible à tout. J'attrape au vol. Il y a beaucoup de sentiments dans votre regard, dit monsieur. Bon, oui, je crois que je ne suis pas incapable de sentiments. Quelques hommes et quelques femmes s'en souviennent. Je vous en prie, monsieur. Ah, c'est silencieux comme tout. Ouais, j'ai dit. mais c'est le lieu qui Il ne va fait plus ça. me rester qu'à dire la messe. Levez la main et dites Voilà, ah voilà, madame, une dame. Eh bien, moi, je voudrais saluer l'homme du Limousin. Je pense que cette belle campagne du Limousin vous inspire profondément et surtout vous apaise. Et puis, je considère que la vie est un défi et que vous la jouez comme ça. Merci beaucoup, madame. Vous connaissez le Limousin, alors la Sarthe ici? Oui, oui, très bien, parce que je suis de là-bas, De quel coin? de Nieul. Oh, mais c'est pas loin de chez moi, ça. Absolument. Ouais, Et je vous salue bien. je vous salue aussi. D'autres questions? Allez-y, hein, on est entre nous. En plus, vous avez vu, il n'est pas méchant. Pour l'instant, j'ai pas eu de problème. Alors, là-bas, il y a un monsieur au fond. Bonsoir Pascal Sevran. Bonsoir, monsieur. Non, moi c'est purement anecdotique en fait, et il y a une question qui me turlupine un petit peu, c'est que Allez-y. il y a une caractéristique contre laquelle a priori vous n'avez jamais été, c'est que il y a un profil de Pascal Sevran qui est plus positif que l'autre Ça- profil. Oui. Est-ce que c'est une légende? Est-ce que c'est là aussi quelque chose que vous avez voulu laisser passer parce que finalement vous êtes un homme de bon goût et vous aimez l'autocritique, vous aimez la critique, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle vienne, même de moi finalement? Est-ce que c'est une légende? Je vais vous répondre. Notre ami Stéphane, qui a un bien joli prénom, vient de nous expliquer, vient de lire quelques passages où il se trouve que je n'étais pas si content de moi. On me présente souvent, et je vais répondre à votre question, les chansonniers, les imitateurs, ce qui est tout à fait normal, font de moi et de mes confrères des caricatures. Avec l'idée que je serais très content de moi, que je me trouverais très bien. C'est exactement pour la raison inverse. Je ne suis pas un homme qui suis tellement mécontent de mon travail, et je ne suis pas un faux modeste non plus. Mais en même temps, je sais me voir, et je sais regarder un écran de télévision. Je fais de la télévision depuis plus de 20 ans, et comme je le disais tout à l'heure, quand on se montre à la télévision, autant se montrer à peu près possible. Je vous confirme que lorsque je suis à Morterolle, en sabot et les cheveux pas lavés depuis 3 jours, il n'y a pas de miroir et le profil ne m'intéresse pas. Mais ils sont pas bons ni l'un ni l'autre. Mais le moins pire étant le droit, je préfère vous donner celui-là, simplement parce que, non pas je suis content de moi, mais parce que je me trouve pas terrible. Voilà.
pour la légende. Alors donc j'ai laissé passer ça, ça en fait une de plus, mais ça me permet de rire avec vous et avec les autres aussi de temps en temps. Mais c'est vrai que je fais attention. Sans ça, on ne se montre pas, et ça arrivera, je ne me montrerai plus. Mais je peux tenir encore un peu peut-être. D'autres questions? Oui, monsieur, je vous en prie. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je vais vous poser une question un petit peu bateau, qu'on a dû vous poser déjà maintes et maintes fois. Si tout était à refaire, que garderiez-vous et que laisseriez-vous ou que changeriez-vous? Dans ma vie d'homme Oui. ou dans ma vie publique? Dans votre vie en général. Je ne changerai rien. Je ne changerai rien. Puisque rien, sauf un détail, c'est-à-dire voilà, mais rien. Je vous dis vraiment, j'ai été gâté. Le reste de ma vie publique, je l'ai mérité. Je crois qu'on a ce qu'on mérite, hormis bien entendu la maladie et la mort, et j'ai besoin de le préciser. Tout le reste, on a ce qu'on mérite avec son intelligence, son talent, son courage, que sais-je, enfin dans tous les métiers. Moi maintenant, je ne demande pas l'impossible, je l'ai eu, j'ai tout eu, j'ai encore tout, sauf l'amour. Eh bien, pour le reste, je referai tout pareil. Et puis voilà. Mais je ne regrette rien de ma vie, je trouve qu'elle a été très bien, et qu'elle est très bien réussie comme ça. On a parlé de la télévision et des livres, et vous Oui. disiez d'ailleurs que vous préfériez faire un bon livre qu'une bonne émission. On n'a pas parlé de la chanson. Est-ce que c'est une soupape indispensable pour vous de faire comme vous le faites encore aujourd'hui, chanter devant le public Ah non, mais la chanson... Je ne parle pas forcément à la télévision, je parle non, mais la lorsque vous chanson, produisez en public. ça a compté beaucoup dans ma vie. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. L'adolescent que j'étais écoutait les Beatles avec passion, et en même temps Brassens s'étraînait. Ma culture vient de là. J'ai toujours j'ai dansé le twist avec j'achetais les disques de Sylvie ou de Sheila que j'invitais ensuite des années plus tard à la télévision. Mais j'écoutais Francis Lemarque, enfin. La chanson est un art majeur. Je m'en suis gavé. Je connais l'œuvre des plus grands auteurs-compositeurs par cœur. Je connais Charles Trenet parfaitement. J'ai été un jeune homme qui l'ai connu à 20 ans chez mon éditeur. J'ai rencontré tous ces gens-là. Donc, si la littérature aujourd'hui occupe le plus clair de mes jours, la chanson continue à m'emporter, une chanson continue à me faire monter les larmes aux yeux, et les vrais grands chanteurs ou les grandes chanteuses me touchent. Et même quand je les vois, les petits, comme cette semaine quand j'ai tourné avec eux, à 2-3 reprises, j'étais obligé de tourner le doigt à la caméra parce que j'étais si content pour eux, ils m'ont touché. 2 ou 3 filles et 2 ou 3 garçons m'ont bouleversé. Donc la chanson a compté beaucoup dans ma vie. Et ma mère adorait ça en plus, et mon père aussi. D'autres questions? Là-bas, voilà, monsieur. Madame, je vous en prie. Bonsoir Pascal Sevran. Bonsoir, madame. Je voulais savoir si vous aviez été écrivain uniquement. Vous avez écrit de très belles chansons aussi. Et pas l'homme de télévision. Auriez-vous fait toutes ces rencontres magnifiques que vous avez faites, comme Dalida, François Mitterrand, et j'en oublie plein d'autres? Vous savez, on peut difficilement réécrire l'histoire, mais c'est évident que c'est en effet la chanson qui m'a amené tout cela. La chanson s'était écrite au départ dans ma vie. C'est la chanson qui m'a amené à Dalida, c'est Dalida qui m'a amené à François Mitterrand, c'est la chanson qui m'a amené au Petit Conservatoire de Mireille, qui m'a amené à Emmanuel Berle et son mari, le grand philosophe. Et tout ça, comme un fil que j'ai tiré depuis l'adolescence, qui de tout à coup, j'ai eu le don de susciter beaucoup de rencontres dans ma vie. Et au fond, les hommes et les femmes, pas tous évidemment, mais enfin,
que j'ai beaucoup admiré lorsque j'étais un adolescent, j'ai fini par les voir. Moi, j'ai aimé Dalida avant de devenir son ami et son parolier. J'admirais beaucoup la culture, l'intelligence, le charisme de François Mitterrand avant de le rencontrer. Quand j'étais gamin, je l'ai dit tout à l'heure, ma mère m'avait fait entendre des chansons, voilà, que je suis devenu aussi, mais sans doute que je dois avoir quand même une part de responsabilité et que, au fond, je l'ai mérité aussi, cela. Vous vous rendez compte, quand je me suis retrouvé devant François Mitterrand, je ne suis pas tellement timide, mais là, j'étais quand même un peu, voilà. Et il a fallu que quelque chose se passe pour qu'un homme qui a vu tant de monde dans sa vie, qui en avait vu tant, m'accepte à sa table, comme de rentrer dans la vie intime de Dalida. Donc voilà, si j'avais été uniquement écrivain, on ne peut pas réécrire l'histoire, j'aurais peut-être rencontré d'autres gens, mais c'est vrai qu'on voit là, dans les hommes et les femmes qui ont compté pour moi, au fond, les trois passions de ma vie, hormis mes parents et Stéphane, qui sont la littérature, la chanson et la politique. Voilà trois thèmes qui m'intéressent, avec une priorité pour la littérature, bien entendu. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui vous écrit, un lecteur, qui vous dit « Mais comment faites-vous pour faire cohabiter ces trois personnalités que vous venez de citer, la littérature, la politique et la chanson ?» Mais je crois que c'est la vie, on aime écouter des chansons, et puis le théâtre de la politique me plaît beaucoup. J'ai beaucoup évolué, je viens d'une famille de gauche, là je suis un peu moins en ce moment, même beaucoup moins. Mais bon, le destin des hommes et des femmes m'intéresse. Je suis très passionné par ces grands tempéraments. Mitterrand, je peux vous faire la nuit là-dessus. Ouais, c'était le destin. Alors c'est bon, voilà. Là, il n'y a pas besoin de roman. Bon. Et donc je suis très inspiré, intrigué, admiratif devant les hommes et les femmes qui font de leur vie quelque chose de grand. Alors moi, je suis client. La chanson, j'en ai parlé, la littérature aussi. Tout ça se lit. D'ailleurs, François Mitterrand aimait beaucoup les livres aussi, comme vous le savez. D'autres questions ? Oui, je vous en prie. Bonsoir Pascal Sevran. Moi je voudrais savoir, une des dernières fois que nous avons vu Alain Barrière à la télévision, c'est chez vous. Et on ne le voit plus, on ne l'entend plus dans les radios. Est-ce qu'il chante encore? Est-ce que vous avez encore des contacts avec lui? Est-ce que vous l'avez vu dernièrement? J'ai mis beaucoup de temps à le convaincre, il y a 7-8 ans maintenant, de rechanter. Sa vie d'homme fait qu'il s'en est tenu éloigné. Il a fait de très très belles chansons. Ça a été très compliqué, j'ai dû mettre 10 ans pour qu'il revienne chanter avec moi. Il a dû revenir chanter dans les années 96-17, il n'y a pas très longtemps. Il ne chante plus. Sa santé morale et physique n'est pas au mieux. Et parfois des chanteurs que vous avez aimés ou des chanteuses disparaissent parce que leur propre destin est en cause. Ce sont des vies d'hommes et de femmes parfois complètement ratées. Et souvent l'explication d'artistes que vous avez appréciés, qui ont disparu de la radio, de la télévision ou de la presse, c'est parce qu'ils ont tout raté, y compris leur vie, et qu'ils se cachent parfois pour mourir. Et j'en connais beaucoup. Tenir en haut de l'affiche aussi longtemps que le font certains, et très peu, ça relève d'une force mentale et physique. Au-delà de tout, il faut être Aznavour ou Trenet pour tenir aussi longtemps dans ces métiers difficiles. Donc, les nouvelles que j'ai dans la barrière ne sont pas très bonnes. Il n'est pas mourant, mais il ne chantera plus. D'autres questions ? Je vous en prie, monsieur. Bonsoir, Pascal Sevran. Vous évoquiez tout à l'heure la chanson comme art majeur, selon quoi je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais par rapport à ça, par rapport à la notion de majeur, comment considérez-vous le jazz à l'heure actuelle, le jazz, le vrai jazz? Parce que vous l'aviez évoqué il y a quelques années dans la chanson. Alors, est-ce que vous avez une connaissance dans ce domaine-là? Et si vous avez une certaine connaissance dans ce domaine-là, qu'en pensez-vous? Et pourquoi n'est-il pas représenté suffisamment à la télévision à l'heure actuelle? Je vais vous répondre deux choses qui nous éloignent un peu de la littérature, mais je vais répondre à votre question. Oui, au niveau de la musique, je parle. Hein. Bien sûr. Moi, c'est mon créneau. Hein. Voilà, j'ai bien compris. Pour mon goût personnel,
il y a du jazz. Je ne suis pas un très grand connaisseur de jazz, mais j'aime le jazz. Les Français n'aiment pas le jazz, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'émission, dans la grande majorité. Il n'y a pas d'émission. Et à chaque fois que j'ai fait une émission tournant autour un petit peu du jazz, que moi j'aime bien, je suis certainement moins connaisseur que vous, mais il m'arrive d'en écouter, mais j'aime assez cela. Mais immédiatement, c'est une émission qui ne fonctionne pas, donc les gens de télévision ne le font pas. Bon, cela dit, ma spécialité c'est la chanson, je ne suis pas aussi qualifié que vous, vous semblez l'être, et alors, donc pour répondre, il y a très peu d'émissions parce qu'elles n'ont pas de succès en France. Moi je l'aime beaucoup, le jazz, mais je ne suis pas un connaisseur et je n'en écoute pas tout le temps, mais j'aime le jazz beaucoup, voilà. Pas d'autres questions? Non? Pas d'autres questions. Bah, écoutez, d'abord je vais vous remercier sincèrement d'être venu ici. J'espère qu'on a un peu découvert notre Pascal Sevran, j'espère en tout cas. On vous donne rendez-vous d'abord dimanche à la télévision, puis surtout le 4 janvier 2005 oui, bah pour les livres. Oui, pour le Il y aura prochain, le 6e tome. Oui. En tout cas, oui. Merci beaucoup. Je l'ai écrit en ce moment. Vous l'écrivez en ce moment? Oui. Ouais. Bon, mesdames, messieurs, je vous remercie beaucoup de vous être déplacés. J'étais très content de vous voir et de bavarder un instant avec vous. Et je vous souhaite de l'amour et de la santé.